Aurélien Babarit va se présenter. Vous êtes aussi de l'École centrale de Nantes, hein, voilà, comme votre collègue. Ils vont partir ensemble, je crois. Tout à fait, c'est ça. Voilà, je vous laisse la main. Oui, merci. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de venir vous parler aujourd'hui de ce thème qui est au centre de ma recherche depuis 25 ans, qui me passionne depuis ce temps-là. Et voilà, du coup, je suis heureux d'en échanger avec vous. Alors malheureusement, on a pris du retard et du coup, on me demande d'être synthétique. Donc peut-être ce qui va se passer, c'est qu'on va pas avoir le temps d'aborder tout. Bon, vous aurez la présentation après et du coup, vous pourrez consulter les slides. En particulier, on va parler d'énergie marine renouvelable. Les énergies marines renouvelables, c'est un grand sac dans lequel on met plein différentes formes d'énergie. Et en fait, dans ma présentation, vous allez voir, j'ai des slides sur chacun des types de ces énergies-là. Donc ce qu'on peut faire, si vous le souhaitez, si ça vous convient, c'est en fait aller discuter ensemble des formes d'énergie qui vous posent le plus de questions ou qui vous intéressent le plus. Voilà. Donc je vais commencer en fait en déroulant plutôt ma présentation et puis après, on ira sans doute sur ce qui vous intéresse le plus, ce dont vous avez envie de parler aujourd'hui. Voilà, donc le sommaire, je vais commencer par me présenter, je vais essayer d'être court, mais quand même j'ai envie de dire quelques mots à la fois sur mon parcours, pourquoi je pense que je suis assez légitime pour vous parler aujourd'hui, et puis également l'établissement dans lequel je viens. Pierre n'en a rien dit ce matin, donc du coup je vais en dire un petit peu plus quand même. Alors la deuxième partie, je pense qu'on va gagner du temps sur le contexte énergétique et climatique, puisque des quelques échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous ce midi, donc je comprends que j'ai vraiment affaire à une communauté d'experts sur ces thématiques-là, et donc là-dessus, on va balayer les slides juste pour vérifier qu'on est d'accord sur les fondamentaux. Et après, voilà, après c'est le catalogue, les énergies marines renouvelables. Donc les énergies marines renouvelables, qu'est-ce que ça englobe? Ça englobe l'éolien en mer posée, l'éolien en mer flottant, l'énergie thermique des mers, l'énergie des vagues, l'énergie des courants marées. Et puis j'ai mis entre parenthèses l'énergie des gradients de salinité, parce que ça en fait partie, mais honnêtement, j'ai pas grand-chose à en dire, vu aujourd'hui la maturité de cette technologie à ce stade. Et également ma connaissance du sujet qui est quand même très ténue. De ce sujet-là en particulier. Voilà, donc qui vous parle aujourd'hui? Donc moi je m'appelle Aurélien Babarit, B-A-B-R-I-T. Le slide est à jour, j'ai bien 46 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Vous avez mon adresse mail, @ec-nantes.fr, École centrale de Nantes. École centrale de Nantes. Donc en fait, en termes de formation, moi je suis issu de l'École centrale de Nantes. Je suis sorti, donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 2002. En vérité, je voulais faire sup aéro, j'ai pas réussi. Par contre, j'avais du coup Centrale Nantes. Et en fait, ce que j'avais vu, enfin, j'avais différentes écoles centrales, et j'ai vu qu'à Centrale Nantes, on pouvait travailler sur la mer. Et en fait, l'espace, la mer, en termes d'environnement hostile, inhospitalier et tout ça, finalement, il y a des similarités. Donc, je me suis dit, je vais aller faire ça. Donc, j'ai fait une option qui s'appelait à l'époque hydrodynamique et génie océanique. On était une trentaine. Et sur la trentaine, probablement 29 sont partis dans les métiers pour lesquels on formait les ingénieurs de Centrale Nantes à cette époque-là, les métiers du pétrole et du gaz. Voilà. Moi, c'était pas ce que je voulais faire, ça convenait pas parce que j'avais cette préoccupation climat, en fait, à cette époque-là déjà. Et du coup, c'était pas, voilà, ça me posait trop de problèmes de dissonance cognitive d'aller faire ça. Et du coup, la chance que j'ai eue, c'est qu'un de nos enseignants à l'époque, qui est maintenant retraité, qui s'appelle Alain Clément, il faisait un cours sur la propagation des vagues, celle qu'on voit dans la baie, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Et en fait, dans le cadre de ce cours, il faisait une petite digression sur les vagues. C'est de l'énergie, on peut la récupérer, l'énergie des vagues. Il se trouve que j'ai inventé un système pour récupérer ça, enfin j'ai une idée pour récupérer ça que je vais développer dans le futur. Et donc ça, pour moi, ça a été un peu une révélation. Donc Alain Clément, je suis allé le voir à la fin du cours et je lui ai dit je trouve ça super intéressant, ce dont vous nous avez parlé, la récupération de l'énergie des vagues. J'aimerais travailler avec vous là-dessus. Il m'a dit d'accord. Ce que je te propose, c'est de faire une thèse de doctorat dans laquelle on va étudier ensemble la performance énergétique et on va essayer d'optimiser cette performance énergétique du système que j'ai inventé pour récupérer l'énergie des vagues. Donc ce système, il s'appelle CIREV. Vous avez une image de ce qu'on avait envisagé à l'époque, en haut à droite, là, juste sous ma photo. C'est la bouée jaune. Donc voilà, ça m'a occupé pendant tout mon doctorat, et ça m'a occupé jusqu'en 2008 en fait, parce que pendant mon doctorat, Alain, il a réussi à motiver, à réunir autour de lui un consortium industriel dans lequel il y avait l'Euroelot, il y avait SAIPM, il y avait Areva, pour étudier
étudier au-delà de la faisabilité technique, la faisabilité économique de cette idée. Donc, la conclusion en 2008, c'était que techniquement, oui, probablement ça pourrait marcher. Économiquement, on ne voyait pas de débouché. En fait, on ne voyait pas le marché. C'était trop cher. Ça allait être beaucoup trop cher pour être raisonnable, pour aller plus loin. Voilà. Ce qui fait qu'en 2008-2009, je suis passé sur cette page-là. 2008-2009, en fait, le projet s'est arrêté. Voilà. Alors, ça n'a pas été la fin de l'histoire pour moi avec l'énergie des vagues et les énergies marines renouvelables, parce qu'en fait, ce qui s'est passé entre les deux, c'est dans les années début des années 2000, les énergies marines renouvelables et les énergies renouvelables, c'était pas très gros, puis les énergies marines renouvelables, c'était encore plus petit. Pour vous dire, à cette époque-là, en France, on était probablement entre 5 à 10 à travailler sur le sujet. Et sur l'ensemble de ces 5 à 10, il y en avait 5 qui étaient à l'école centrale de Nantes, dans le laboratoire, à travailler avec Alain, enfin à être doctorant d'Alain ou être Alain Clément. Donc c'était vraiment pas grand-chose, et puis en fait ça a pris de plus en plus d'ampleur depuis cette époque-là, ce qui fait que moi j'ai eu la chance d'être aspiré en fait dans une dynamique de développement de cette thématique qui m'a permis d'obtenir un poste de titulaire au laboratoire en 2010. J'ai été titularisé en 2010. Bon, j'ai d'abord travaillé sur CIREV, après je suis devenu du coup responsable de l'équipe énergie marine et océan du laboratoire, donc dans lequel on a une vingtaine de personnes, avec une recherche sur l'énergie des vagues pour une part, et puis de plus en plus à partir de 2010 sur l'éolien en mer. Pourquoi ? Parce que voilà, l'expérience CIREV et puis ce que j'ai pu comprendre de ce que faisaient les autres développeurs de systèmes de récupération d'énergie des vagues, c'est que ça allait être cher ce truc-là. Et puis en fait, ce qu'on a compris à cette période-là aussi, c'est qu'en fait le potentiel énergétique, il était quand même assez faible. Donc techno très cher, potentiel faible. En même temps, il y avait l'éolien et le solaire qui se sont développés très fort, où là les coûts baissaient, avec des potentiels plus importants. Bon, c'était peut-être pas le plus intéressant à rechercher finalement. Voilà. Ce qui fait que moi, à partir de cette époque-là, je me suis tourné vers l'éolien en mer flottant. Voilà. Et du coup, éolien en mer flottant, une illustration. Et puis, dans le cadre de ces travaux de recherche, à un moment, il s'est trouvé avec un collègue qu'on a imaginé une autre technologie pour récupérer l'énergie du vent en haute mer, une alternative aux éoliennes en mer, pour qui c'est difficile de se projeter sur leur déploiement très au large. C'est-à-dire qu'au-delà de 200 km du rivage, dans des grandes profondeurs d'eau, en fait, vous n'allez pas vraiment pouvoir raccorder. L'installation, ça va être compliqué. Donc, c'est un peu un territoire sur lequel vous ne pouvez pas aller récupérer l'énergie du vent. Et c'est dommage, c'est là où il y a le gisement le plus important. C'est là où il y a grosso modo personne. Donc, vous marchez sur les pieds de personne non plus. Voilà, il y a quand même un certain nombre d'aspects qui fait que ça serait intéressant de récupérer cette énergie. Et du coup, voilà. Donc, du coup, on a imaginé ce qu'on appelle des navires énergie, qui sont illustrés là, qui du coup utilisent le vent pour se propulser avec des hydrogénérateurs et on stocke l'énergie à bord. Donc cette techno, on l'a étudiée pendant plusieurs années et puis il nous a semblé que c'était potentiellement intéressant, potentiellement économiquement faisable, ce qui m'a amené à créer avec 2 associés en 2020 une entreprise qui s'appelle Farwind Energy, qui est toujours hébergée sur le campus, avec donc à l'époque l'ambition de commercialiser cette technologie. Aujourd'hui, l'ambition elle est un peu réduite. L'entreprise se focalise principalement sur le développement des voiles rotors qu'on voit, donc les poteaux rouges qu'on voit installés sur le navire. Voilà, et moi du coup je suis revenu en 2023 au laboratoire. Donc j'ai repris une activité d'ingénieur de recherche, en fait je fais fonction de chercheur, avec 2 thèmes de recherche aujourd'hui qui m'occupent. D'une part, donc la décarbonation pour le transport maritime, donc décarbonation énergie marine renouvelable et propulsion vélique pour le transport maritime. Donc ce matin, j'ai compris qu'il y avait eu des questions sur le vélique, les voiles pour les navires de commerce. C'est un sujet sur lequel je peux parler. Voilà, n'hésitez pas à me réinviter pour que je vous en parle plus en détail. Et puis si vous avez des questions tout à l'heure, je pourrais essayer d'y répondre si on a le temps. Voilà, et puis je travaille toujours sur l'éolien en mer et l'éolien en haute mer, en fait, également.
Super rapidement, donc Pierre vient de l'école centrale de Nantes, qui est une école d'ingénieurs à Nantes, qui a été créée en 1919 par le conseil, sur décision du conseil municipal de la ville de Nantes. Pourquoi? Parce qu'en 1919, Nantes-Saint-Nazaire, c'était un bassin de construction navale. On avait besoin d'ingénieurs et de techniciens formés pour cette industrie-là. Donc il y a eu la décision de créer cet établissement d'enseignement supérieur. Pour ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que le lien qu'on a avec le maritime, il date de cette époque-là, il a toujours été là. Donc on a toujours eu un lien fort avec les industries nationales et internationales du maritime. Donc jusque dans les années 70, ça a été la construction navale. À partir des années 70, ça a été le pétrole et le gaz en offshore. Et dès les années 80, en fait, donc c'est devenu important à partir des années 2000, mais dès les années 80, il y avait les graines des activités qu'on peut avoir aujourd'hui sur les énergies marines renouvelables qui sont vraiment très importante, très significative dans l'établissement. Voilà, on va pas avoir le temps aujourd'hui, c'est dommage. Je voulais vous montrer, mais c'est pareil, vous les aurez dans les slides. Je voulais vous montrer 2 vidéos. Celle du centre, là, c'est des vidéos qui présentent les installations d'essais en génie océanique dont on dispose. C'est principalement 2 grands bassins. Un bassin de traction de 130 mètres de long par 5 mètres de large par 3 mètres de profondeur, sur lequel on a un chariot qui permet de remorquer des maquettes. Donc typiquement, historiquement, on s'en servait pour remorquer des maquettes de navires, pour mesurer les efforts, la résistance à l'avancement, et derrière être capable en fait, de dimensionner l'appareil propulsif pour atteindre la vitesse de service. Aujourd'hui, c'est plutôt la simulation numérique qui permet de faire ça. Et du coup, ce bassin, il est utilisé pour d'autres applications, des projets plus recherche. Pour les Jeux Olympiques, on a testé, en collaboration avec l'école navale, des profils de foil pour essayer d'aider les athlètes à gagner en planche à voile à foil. On a également un bassin de génie océanique, donc un bassin de 50 mètres par 30 mètres par 5 mètres de profondeur, avec des batteurs qui permettent de générer de la houle dans le bassin. Et donc ça, c'est un équipement qui permet de tester le comportement des structures en mer. Donc ça peut être des navires, mais également des plateformes énergie fossile ou des plateformes énergie marine renouvelable, énergie des vagues ou éolien. Voilà pour ça. L'autre grand projet dont nous sommes particulièrement fiers, nous, l'établissement, c'est d'avoir installé en 2017 ce qui a été la première éolienne en mer de France, qui se trouve être une éolienne flottante. C'est l'éolienne Floatgen qu'on voit ici à droite, dans le bassin où elle a été construite à Saint-Nazaire. Donc une éolienne qui a été installée, raccordée au réseau, à 20 km du Croisic. Une éolienne de 2 MW sur une grande plateforme en béton, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Voilà, cette éolienne, elle est toujours en opération. Sur le site, on est en 2025. Voilà, elle est là-bas depuis 2017. Et elle a essuyé des sacrées tempêtes. Voilà, vous savez qui je suis, d'où je viens. Sur le contexte climatique et énergétique, donc, nous savons qu'en 2024, nous avons dépassé 1,5 degré. Ok. Que demain, 2 degrés, ça sera probablement entre 2035 et 2045, et qu'à l'horizon 2100, on sera autour de 3, au moins à 3 degrés, sauf, oui, peut-être même 4, sauf si on réduit rapidement et drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'ambition qu'il faut se donner, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050. 2060-2070, ça serait déjà bien. Mais à cet horizon. Donc il faut réduire nettement les émissions. Jusque-là, on est d'accord? Oui, c'est bon, ok. Merci. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que l'essentiel du problème, c'est les énergies fossiles? Ok. Alors, là-dessus, du coup, on va parler d'énergie marine renouvelable. Donc, ce que j'ai voulu faire ici avec cette planche, c'est illustrer leur potentiel par rapport au climat, par rapport aux énergies fossiles. Donc ici, c'est un histogramme qu'on voit assez souvent, quand même, je pense maintenant, où on a donc le taux d'émission en analyse cycle de vie par kilowattheure électrique. Voilà. Donc on trouve à droite le charbon, le pétrole et le gaz, donc avec le charbon à plus de 1 kg de CO2 par kilowattheure électrique généré. Et puis à gauche, on a toutes les sources bas carbone. Donc les sources bas carbone, c'est les énergies renouvelables plus le nucléaire. Avec du coup le nucléaire champion du monde à 4 grammes de CO2 par kilowattheure. Et puis après, les autres sources. Donc on retrouve les autres renouvelables, bien sûr, l'hydraulique, le photovoltaïque, mais également ce que je vous ai entouré en bleu ici, ce qu'on appelle les énergies marines renouvelables. Okay,
Donc dans les énergies marines renouvelables, bah, vous voyez que ce qu'on a de mieux d'un point de vue climat, ça va être l'éolien en mer, puisqu'il est estimé à 16 grammes de CO2 par kilowattheure. Et ensuite, on va avoir dans l'ordre l'énergie thermique des mers, avec là des fourchettes, parce que là, c'est des filières qui sont moins mûres, franchement moins mûres, et du coup, il y a plus d'incertitudes. Et ça dépend également des procédés qui sont mis en œuvre pour récupérer ces énergies. Donc on va trouver ensuite l'énergie thermique des mers de 28 à 43 grammes de CO2 par kilowattheure. L'énergie des courants marins, 27 à 60 grammes de CO2 par kilowattheure. Et puis bah, l'énergie des vagues, 23 à 105 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà, ok? Pour fixer les idées. Donc on a du coup les énergies marines renouvelables, on voit qu'elles sont plutôt bien dans le lot, enfin elles ont des intensités carbone qui sont tout à fait similaires, peut-être un peu plus élevées que les autres formes d'énergie renouvelable dont on dispose actuellement. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein, ouais. Marée moteur, pas vraiment, je ne l'ai pas vraiment. La énergie des courants, donc ça va être les hydroliennes, ça va être les éoliennes, mais sous la mer. Donc les moulins à vent, mais à courant, en fait, les moulins à courant, on va dire. La Rance, marée moteur type la Rance, j'ai pas la donnée. Probablement, on peut le rapprocher de l'hydraulique, hein, très certainement, parce que ça a des similarités. C'est un ouvrage en béton avec des durées de vie qui sont très longues, donc probablement, on peut s'attendre à être sur des choses quand même très très performantes d'un point de vue climat. Mais je me trompe peut-être. Je fais 2 hypothèses là. Merci. Ouais, je passe ça. Ça, du coup, je pense que vous êtes aussi au clair là-dessus. Les enjeux pour la France. Donc, en France, on a une électricité qui est super bas carbone, mais est-ce qu'en France, toute l'énergie, c'est l'électricité? Bah non. En fait, l'essentiel, la majeure partie de l'énergie qu'on consomme dans le pays, c'est du pétrole et du gaz. Et donc, nos émissions, ça fait beaucoup d'émissions. Et notre problème aujourd'hui, c'est ça, c'est comment on se débarrasse de ça. Voilà. Je vais rapidement. On avait, en tout cas je ne sais pas si on l'a toujours, mais à un moment on avait une stratégie nationale bas carbone avec de la sobriété et de l'électrification, et donc qui disait que d'ici 2050, la production d'électricité, elle avait vocation à augmenter assez significativement. Je passe ça et on parle d'énergie marine renouvelable. Donc il est 14h40, on m'a demandé de finir dans 10 minutes. Donc je parle de ce que vous voulez maintenant. Ah, 10 ? Ah, j'avais compris. Ah, j'avais compris à moins 10. Ah, bah super. Ah, bah je suis super relax. Ah, bah ouais, carrément. Voilà. Et ben, alors si, je continue un petit peu. Et après, vous aurez le droit de choisir. Dans ce cas-là. Donc, les énergies marines renouvelables. Les énergies marines renouvelables, je me répète là, c'est ces 6 formes d'énergie renouvelable qu'on va trouver dans les océans. Donc l'énergie des courants de marée en haut, plutôt les courants de marée, il y a aussi les courants océaniques, mais bon, récupérer les courants océaniques, on en parlera vraiment si vous avez très envie, sinon on n'en parlera pas. Vous avez l'énergie marémotrice, bien sûr, l'usine de la Rance. On va avoir l'énergie des vagues en haut à gauche, en haut au milieu. L'énergie du vent en mer, avec une image d'éolienne flottante. L'énergie thermique des mers. L'énergie thermique des mers, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Ah, j'ai entendu le nom? Ok. L'énergie thermique des mers, qu'est-ce que c'est? L'énergie thermique des mers consiste à utiliser des différences de température qu'on va avoir dans les océans. Donc ici en Bretagne, ça ne marche pas. Mais par contre, en zone intertropicale, en surface, vous allez avoir des eaux de surface qui vont être à plus de 25 degrés, des grandes profondeurs d'eau, 1000 mètres, 2000 mètres. Et en fait, l'eau à 1000 mètres de fond, elle est à 5 degrés. Donc on a 20 degrés de différence entre les eaux en surface et les eaux en grande profondeur. Voilà, donc les gens qui font de la thermodynamique se disent c'est pas énorme, mais on sait qu'on peut quand même en extraire du travail et donc actionner une génératrice pour faire par exemple de l'électricité avec ça. L'énergie thermique des mers, c'est ça, c'est exploiter des différences de température qu'on va pouvoir trouver dans les océans. Et du coup l'énergie des gradients de salinité, est-ce que vous voyez ce que c'est? Voilà, ça va être l'osmose. C'est énergie thermique des mers, on va exploiter des différences de température. Énergie osmotique des mers, on va utiliser des différences de salinité.
Donc on va avoir des endroits où on va avoir de l'eau douce et de l'eau salée. Et en fait, on sait que si on a de l'eau salée, on peut faire de l'eau douce avec. On met ça dans un osmoseur inverse, et puis de la pression côté eau salée, et en fait, il sort de l'eau douce. En fait, ce procédé, il est réversible. Si vous avez de l'eau douce et de l'eau salée, mais en fait, vous pouvez en extraire du travail, et du coup, produire, par exemple, de l'électricité derrière. Voilà, donc l'énergie des gradients de salinité, c'est ça. Où est-ce qu'on peut exploiter ça ? Ouais, sur les fleuves, dans les deltas, sur les embouchures, il nous faut de l'eau douce et de l'eau salée, donc ça va être effectivement sur les embouchures de fleuves. Du travail, on va avoir de la pression en fait. C'est-à-dire qu'on va obtenir de la pression, du fluide sous pression, et derrière on peut l'envoyer dans une turbine. Très faible, très marginal, c'est pour ça que j'en parlerai pas plus. Et j'en arrive juste je vais expliquer ça. En fait, en termes de potentiel, on peut déjà juste là, avec pas grand chose de plus, faire une hiérarchie dans les potentiels ici. Regardez, là vous voyez que les 4 à droite, je les ai mises dans un grand carré jaune, et les 2 à gauche, je les ai mises dans un carré gris. Pourquoi? Elles ont un point commun. Je donne un indice, la couleur n'est pas choisie au hasard. Vous savez, l'énergie, ça ne se produit pas en fait. L'énergie, on fait que la transformer. Donc on a toujours une source et un produit. Et donc en fait, l'énergie du vent en mer, par exemple, c'est un produit d'une autre forme d'énergie. De quelle autre forme d'énergie c'est? Le soleil. Pourquoi est-ce qu'il y a du vent? C'est parce qu'il y a le soleil. Le soleil, il ne chauffe pas l'atmosphère de manière uniforme, et du coup, c'est ça qui crée le vent en fait. Et du coup, les autres, c'est la même chose, c'est des énergies solaires en fait. C'est des dérivés d'énergie solaire. L'énergie thermique des mers, c'est évident. C'est le soleil qui fait que les eaux de surface, elles sont beaucoup plus chaudes. L'énergie des vagues. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est une énergie solaire en fait? C'est un dérivé d'énergie solaire. Qu'est-ce qui génère les vagues? C'est le vent. D'accord? Et du coup, en termes de potentiel, vu que on sait que dans une transformation énergétique, on n'a jamais plus d'énergie au début qu'à la fin, du coup, en termes de potentiel, on voit tout de suite une hiérarchie se dessiner. Le soleil, une partie du soleil est transformée en vent, et une partie du vent est transformée en vague. Et forcément, on en a moins à chaque fois. Donc le potentiel énergie des vagues, il est forcément nettement inférieur au potentiel énergie du vent, qui lui-même est nettement inférieur au potentiel énergie solaire. Et on ne sera pas surpris quand on verra les chiffres tout à l'heure. Ok? Et pour finir, énergie des gradients de salinité. Pourquoi est-ce que c'est un dérivé d'énergie solaire? Il nous faut de l'eau douce. Ouais, c'est la pluie, c'est le cycle de l'eau en fait. Et le moteur dans le cycle de l'eau, c'est l'évaporation à la surface principalement des océans. Voilà, donc en fait, l'énergie des gradients de salinité, le potentiel, ça va être une fraction du potentiel hydraulique en fait, on le comprend forcément. Puisque c'est ça la source de l'énergie. Voilà, et puis du coup à gauche, c'est les interactions gravitationnelles, hein, l'énergie des courants de marée, marée motrice. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en gris, comme la Lune. Ok? Ok, potentiel des énergies marines renouvelables. Du coup, si on est là aujourd'hui pour discuter ensemble de comment on sauve le climat, c'est qu'on a bien compris que l'enjeu, c'est de remplacer les énergies fossiles par d'autres formes d'énergie bas carbone, qui soient performantes d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre. Donc déjà, une première question, c'est ces différentes sources d'énergie que je viens de vous montrer là, est-ce qu'elles sont à la hauteur ? C'est-à-dire qu'en 2024, la consommation finale d'énergie par l'humanité, c'est de l'ordre de 125 000 TWh. Est-ce que, en termes de potentiel, de capacité à fournir ces énergies marines renouvelables, et en fait je les positionne dans le grand paysage des énergies renouvelables, elles sont à la hauteur? Alors voilà, on dirait, pour illustrer ça, on dirait que ça c'est la consommation d'énergie finale en 2024, le rond rouge. Bon, le potentiel du solaire photovoltaïque, comme vous le savez peut-être déjà, c'est 200 fois cette consommation d'énergie cette énergie finale. C'est-à-dire que le potentiel, avec les technologies d'aujourd'hui, en les mettant sur les continents, en ayant pris en compte qu'il y a des nuages et tout ça, bon, le solaire, il est largement, il a un potentiel très nettement supérieur au problème. Alors on continue après. Après, si on regarde dans l'ordre, je fais dans l'ordre là, le deuxième potentiel en renouvelable, c'est l'éolien à terre. L'éolien à terre, avec toujours les technologies dont on dispose aujourd'hui, qu'on déploie là où on le peut, le potentiel il est estimé à 5 fois la consommation finale d'énergie. Ça, c'est toujours pas des énergies marines renouvelables. La première énergie marine renouvelable qu'on va trouver en termes de potentiel, ça va être l'éolien en mer en littoral proche. Le potentiel, il est de l'ordre de 2 fois
la consommation finale d'énergie. J'ai mis entre parenthèses en littéral proche parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'envisage pas de déployer de l'éolien au-delà de 200 km des côtes ou dans plus de 1000 mètres de profondeur. C'est pas raisonnable, on ne saurait pas vraiment faire. C'est ça qui limite le potentiel, alors que les 2/3 de la planète, c'est les océans, et puis on sait très bien que le vent, il est de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on va loin au large. Voilà, et en fait là, une fois qu'on a vu ces trois potentiels-là, en fait, après on est sur des potentiels qui sont inférieurs à la consommation finale d'énergie, donc inférieurs aux problèmes qui, en elles-mêmes, ne sont pas capables de répondre à la demande. Donc on va trouver ensuite l'énergie thermique des mers, donc avec un potentiel qui est 50% de la consommation d'énergie finale, que j'ai mis en italique avec un astérisque, parce que même si vous me disiez « Ok, on va faire ça à banco, j'ai l'argent et tout ça », en fait, techniquement, aujourd'hui, on ne saurait pas faire. Vous n'avez pas d'industriel qui sera capable de vous fournir la technologie à l'échelle dont on aurait besoin, en fait. Ce n'est pas des filières qui sont mûres industriellement, et même au terme de démonstrateur, ce n'est pas totalement concluant. Bon, ça, on pourra en discuter. Ensuite, on a la géothermie, donc pas une énergie marine renouvelable. La biomasse, pas une énergie marine renouvelable. L'hydraulique, toujours pas d'énergie marine renouvelable. Et puis après, on va trouver les deux autres énergies marines renouvelables. L'énergie des vagues et puis le marémoteur et l'hydrolien, qui sont des têtes d'épingle, en fait, en termes de potentiel, par rapport au rond rouge, par rapport à ce dont on a besoin. OK ? Voilà, donc ça c'est, quand on parle d'énergie marine renouvelable, c'est pour ça que cette présentation, j'ai souhaité l'appeler potentiel des énergies marines renouvelables pour la transition énergétique, parce que là je vous ai dit principalement ce que je voulais vous dire, c'est que si l'ambition c'est de décarboner et du coup de travailler, enfin de développer des filières qui ont une capacité d'impact significative, là-dedans on voit que ce qu'on a comme corde à notre arc aujourd'hui, c'est l'éolien en mer. Et les autres, c'est des potentiels qui sont plus faibles, et puis également des technologies qui ne sont pas mûres, pas prêtes, avec pas de filière industrielle pour les déployer à l'échelle de ce qu'il faudrait faire d'ici 2050. Ok. Et du coup, quand je fais cette présentation, je remets aussi en perspective du coup, le potentiel du nucléaire conventionnel, dans le sens où ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu retrouver en termes de gisement d'uranium disponible en ressources, et du coup on le convertit en énergie qu'on peut fournir, et en fait on arrive à 20 fois la consommation énergétique mondiale. Voilà. Donc si on se dit qu'on part là-dessus, au bout de 20 ans, il y a quand même une question qui se pose, c'est qu'on tombe à court de combustible, et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est pour ça que j'ai mis conventionnel. Ouais, ok. Mais là, je sais pas, la filière rapide, je la connais pas. Oui. Mais du coup, est-ce que... Alors, peut-être on garde ça... Non, bien sûr, le stock devient différent, mais est-ce qu'il y a des industriels qui sont capables de vendre ça et de le construire aujourd'hui ? Ok. Ok. Très bien. Ok. C'est très bien. Ça marche. Donc du coup, je mets en chiffres. Du coup, les potentiels. Là, vous avez les chiffres. Ce que je vous disais, la consommation d'énergie finale, 125 000 TWh. Et puis, l'intérêt de ces données-là, c'est la distinction entre l'éolien en mer flottant et puis le posé. C'est-à-dire qu'en fait, l'éolien en mer flottant, avant, c'était l'ensemble. Là, je fais la distinction entre le flottant et le posé. Et en fait, le plus gros potentiel, c'est le flottant, à 182 000 TWh par an. L'éolien en mer posé, c'est un gros potentiel, mais il est moindre, inférieur à la consommation d'énergie finale. Comment ? Ah oui, c'est par an. C'est par an. C'était 125 000 TWh en 2024. C'est sur l'année 2024. Voilà. Donc les unités, oui, j'aurais dû mettre par an. Voilà, je m'en sors parce que j'ai mis 2024 derrière, mais je corrigerai ça pour la prochaine fois. Voilà, ok. Bon, du coup, 14h50, on a 20 minutes pour
aborder ce qui vous intéresse dans cette liste. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients entre le posé et le flottant? Le posé, aujourd'hui, c'est l'industrie. C'est ce qu'on sait faire. Le flottant, c'est ce qui arrive, qui est à un niveau de maturité assez important, mais qui encore est quand même au début de l'histoire. Donc voilà, faisons ça, on va regarder ça. Donc sur le posé, la motivation pour l'éolien en mer, hein, c'est le vent qui est plus fort, qui est plus stable. Ce qu'on voit très clairement quand on compare les facteurs de charge de l'éolien en mer et puis de l'éolien terrestre. L'éolien terrestre, donc là c'est pour l'Europe, de 2018 à 2024. Bleu foncé, c'est le facteur de charge du terrestre entre 20 et 25% selon les années. Et puis en bleu plus pâle, le facteur de charge de l'offshore entre 35 et 40% en moyenne européenne, selon les années. Donc un bon 50% de plus. Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est ce qui est installé, ce qui est en opération. C'est surtout la mer du Nord, effectivement. Bon, l'éolien en mer, la motivation pour l'éolien en mer, je vous montre ça aussi pour la dimension industrielle de cette filière. C'est l'histoire du développement du fait que les turbines ont grossi depuis 1985. Il doit y avoir un substantif pour ça, mais je ne le trouve pas. En 1985, les éoliennes, c'était 500 mégawatts, c'est 500 kilowatts, pardon. Voilà. En 2009-2010, au moment où moi j'ai commencé à travailler sur l'éolien en mer, du coup on avait des turbines de l'ordre de 7 mégawatts. Et je me souviens très bien qu'en 2010, il y a des gens qui parlaient de turbines de plus de 10 mégawatts peut-être un jour, et quand même ça paraissait vraiment fou et inaccessible, et on y arriverait, enfin comment ça allait pouvoir arriver. Et en fait 10 mégawatts, ça a été autour de 2020, avec 12 mégawatts en 2021. Jusque-là, c'était des turbines européennes, hein, c'était essentiellement les turbiniers européens qui tiraient l'industrie. C'est ce que j'allais dire. Et à partir de 2023, là, donc les dernières, la 16 mégawatts en 2023, celle au-dessus, la 20 mégawatts en 2024, et puis celle de 26 mégawatts 2025, celle-là, je crois qu'elle a été installée, mais c'est pas très clair. C'est des turbines chinoises. C'est des turbiniers chinois, du coup, qui proposent ça. Avec quand même la limite que celle qui a été installée, la 20 mégawatts en 2024, elle a résisté à un typhon, mais elle a perdu 2 pales. Donc elle a résisté au typhon, les pales étaient toujours là, et quelques semaines, quelques mois après, il y a quand même 2 pales qui ont cassé. Donc voilà, c'est quand même... c'est une turbine qui fait 292 mètres de diamètre de rotor, donc des pales qui font 140 mètres de long. Moi, j'arrive pas à imaginer ce que c'est que 140 mètres de long. Hein. Ouais, en longueur, c'est la moitié d'un porte-container. Ouais, peut-être le pourquoi pas. Peut-être la longueur du pourquoi pas qui est stationné là-bas, ça est probablement plus petit à mon avis. Bref, voilà. Et du coup, il y a quand même, il y a eu cette tendance à l'augmentation. Du coup, avec tout ce jeu des turbiniers, de proposer des choses les plus grandes possibles, avec clairement un épuisement des turbiniers européens actuellement. C'est un jeu qui est épuisant pour ces acteurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à amortir leur coût de développement en fait. C'est-à-dire que les développeurs leur demandent des turbines de plus en plus grosses, parce que du coup ça permet de réduire les coûts. Et en fait, ils en font pas assez, c'est-à-dire qu'ils développent la 15 MW, enfin ils développent une 12 MW, en fait ils en vendent 60, ils font un parc avec. Les chiffres sont, enfin, je donne des ordres de grandeur, hein, c'est pas exactement ça, mais philosophiquement c'est ça. En fait ils en font 60, en fait il faudrait en faire 600 pour réussir à amortir les coûts de développement, mais les développeurs leur disent ah non, mais maintenant je veux une 15 MW. Et si vous ne me faites pas la 15 MW, du coup je vais la prendre chez les concurrents, donc du coup ils développent une 15 MW, mais enfin, voilà, c'est la fuite en avant. Ouais. MHI Vestas, Vestas, du coup les Danois, il y a Siemens Gamesa en éolien en mer, il y a VGE,
Il y a, on va dire, il y a toujours GE, il y a toujours une usine à Saint-Nazaire actuellement, de nacelle. Et puis en éolien en mer, je crois qu'on a fait le tour, il me semble. Bah, ça va être en fait, vous proposez des équipements, vous dites que ça va tenir. Enfin, quand vous les vendez, elles sont garanties au moins 10 ans, des choses comme ça. Et du coup, vous vous engagez là-dessus en faisant un équipement que vous n'avez pas tellement le temps de prototyper, vous n'avez pas tellement de retour d'expérience. Pardon, c'est ça le... Pour moi, ce que je vous dis, toujours la même. La vitesse en bout de pale, le rapport entre la vitesse du vent, enfin la vitesse en bout de pale et la vitesse du vent, c'est toujours autour de 7. Ce qui fait que quand vous faites un rotor plus grand, elle tourne moins vite. D'accord ? Pardon, votre question. Ouais, qu'est-ce qui limite la taille ? Non. En fait, les Chinois, ils disent qu'ils savent faire. Alors que vous me demandez... Enfin, moi, je trouve que c'est... J'arrive pas à croire que c'est possible. Enfin, moi, je trouve ça super qu'ils y aient réussi. Mais vous m'auriez demandé il y a 10 ans, est-ce que c'est possible ? Je vous aurais dit, non, c'est sûr que 15 MW, déjà, on va avoir du mal, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est la moyenne des machines qui sont vendues sur le marché européen, pour les parcs futurs, 15 MW. Ce que je vous propose, moi, c'est de laisser dérouler, et de garder le temps pour les questions à la fin. Sinon, on ne va pas y arriver. Voilà. Okay. Merci. Je réponds juste à celle-là. Ce qui est limitant, c'est les pales. C'est la longueur des pales, et du coup, c'est la tenue en structure des pales. Voilà, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire des turbines de plus grande dimension, et pourquoi c'est particulièrement la tendance qu'on voit en éolien en mer. Parce que vous avez un effet qui s'appelle un effet de couche limite dans l'atmosphère. Le vent, il est plus faible en bas qu'en haut. Parce que ça frotte au sol. Tous les gens qui font de la voile le savent, hein, si c'est vous qui avez le plus grand mât, c'est un avantage pour le départ. Voilà. Ce qui fait que, en fait, si vous faites, ça c'est une 5 MW, les échelles sont respectées, 5 MW, 15 MW, vous allez avoir un vent 6% plus fort pour la 15 MW, et comme la ressource vent, la puissance transportée par la houle, c'est au cube de la vitesse, en fait vous avez 20% plus d'énergie avec celle-là qu'avec celle-là, par mégawatt crête installée. Donc c'est intéressant. Le truc, alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des méga éoliennes géantes pour le terrestre? Parce qu'il y a un enjeu pour le terrestre, c'est quand même comment est-ce que vous pouvez amener l'éolienne sur site quand vous avez une pale de 140 mètres, enfin de 100 ou 110 mètres de long. Donc passer les ronds-points, vous imaginez, déjà ça c'est plutôt une petite éolienne. Il y a des équipements dédiés qui ont été réalisés, intéressants comme objet d'ingénierie. Voilà. Donc là en fait on installe la pale sur quelque chose qui la tient exactement comme au moyeu de l'éolienne, et puis du coup on peut l'orienter, on peut la soulever, on peut la faire tourner, ce qui permet de prendre les virages et d'amener sur site. Alors non, là on va plutôt éviter les ponts probablement. Voilà, bon ça c'est des problématiques vraiment très liées au terrestre. Dans le maritime, c'est beaucoup plus simple en fait. L'usine de pales, elle est bord à quai, et comme ça quand les pales sont finies, on les charge sur le bateau et on les emmène au port d'installation. Donc c'est pour ça, là, on a une usine à Cherbourg, hein, l'usine de LM Wind, elle est bord à quai. Il y en a une également au Havre, je crois. Oui, je suis sûr même. Voilà, donc en éolien en mer, l'historique, en fait, la première ferme éolienne en mer, elle date de 91, c'était au Danemark. On sait que c'est un pays qui a été leader sur ce sujet-là. Donc dans une localité qui s'appelle Vindeby, avec 11 turbines, donc des petites turbines, 450 kW, dans 4 mètres de profondeur d'eau, à 2 km du rivage. Donc c'est du maritime, mais on voit que c'est de la petite profondeur, pas très loin du rivage, c'était de l'éolien en mer facile. C'est bien pour commencer. Ce parc, il a été démantelé en 2017. Il a été opéré de 1991 jusqu'à probablement 2015-2016. Et puis les turbines ont été ôtées en 2017. C'est une filière, donc ça c'est un peu anecdotique, c'est-à-dire que c'est une filière qui prend de l'ampleur depuis 2010 en Europe, en Union Européenne. Et puis en Chine depuis 2015, comme on peut le voir. On est sur une croissance de 15% par an. Ça a démarré début 2010. Aujourd'hui, en 2024, on a plus de 80 gigawatts installés dans le monde. Avec, donc le violet, c'est la Chine. Donc vous voyez qu'avant 2015, la Chine, on ne voit pas vraiment la barre. Et ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur sur 2021, 2022, 2023, 2024. Où là, aujourd'hui, ça représente la moitié de la capacité installée dans le monde.
Ça, c'est ce qu'il y a au total, c'est la capacité installée. Donc d'année en année, en fait, c'est la différence. Ce qui est installé en plus, c'est ce qu'il y a en différence. Voilà, et puis en France métropolitaine, donc en France métropolitaine, vous savez certainement, on a 3 parcs éoliens en mer en opération. Un à Saint-Nazaire, un à Saint-Brieuc, et puis un à Fécamp. Voilà. Il y en a 3 qui sont en construction. Lieu-Noirmoutier qui est quasiment fini, Courseulles-sur-Mer et Dieppe-le-Tréport. On a des parcs en développement qui sont Centre-Manche 1 et puis Sud-Bretagne, qui est Sud-Bretagne, Narbonnaise et Golfe de Fos, qui eux sont des parcs flottants. Je vais en reparler tout de suite. Et puis il y a toujours des projets qui sont, enfin des sites qui sont proposés à des développeurs. Donc on a eu récemment l'attribution de Centre-Manche 2, gagné par Total et RWE, 1500 MW. Et puis le parc d'Oléron qui lui n'a pas trouvé preneur. Voilà, alors l'éolien en mer, combien ça coûte? L'éolien en mer, aujourd'hui ça coûte, en 2023, l'éolien en mer on l'a ici, ça coûte de l'ordre de 6,1 centimes d'euros par kilowattheure. Ça c'est moyenne internationale. Donc moyenne internationale, ça veut dire que le raccordement, il y a certains endroits où le développeur le paye, et puis il y a d'autres endroits, comme la France, où le développeur ne le paye pas. Donc c'est une moyenne internationale. Donc je sais pas, je peux vous dire que ça, quoi. Je peux vous dire qu'en France, alors ce qu'on peut dire, c'est en France, le parc Centre-Manche 2, 1500 MW, il a été attribué à 6,6 centimes d'euros par kilowattheure, sans le raccordement, hors raccordement. Total RWE, celui-là, ouais. Avec RWE qui a dit qu'ils allaient sortir, mais Total, ouais. Ah non, après rendement, ça c'est par kilowattheure qui est injecté sur le réseau, ouais. Ouais, qui est vendu. La puissance nominale installée, c'est... Non, la puissance nominale installée, c'est 1500 MW. Pardon, j'ai pas compris votre question. Le facteur de charge dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Là, le facteur de charge, il est bien... Enfin, c'est du maritime, donc on est plutôt autour de 35, 40, voire 45%. C'est déjà pris en compte. Ça, c'est pris en compte. Ça, c'est ramené au kilowattheure vendu. C'est ce qui est facturé. Ouais. Alors après j'ai rajouté, ouais, après on peut discuter variabilité, intermittence, effacement et tout ça. Mais là, c'est quand même, c'est le prix garanti, c'est ça. C'est le contract for difference, c'est si le prix de marché. Alors si le prix marché est en dessous de ça, du coup la différence elle est payée au développeur. Si le prix marché il est au-dessus de ça, du coup le développeur rend l'argent. Non. Non. On va pas y arriver. Voilà, là-dessus, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'évolution, c'est-à-dire qu'en 2010, par rapport à faire du thermique, faire une nouvelle centrale thermique, c'était faire de l'éolien en mer, c'était plus de 2 fois plus cher que de faire du kilowattheure fossile. Pardon, pas thermique, mais du kilowattheure fossile. En 2023, voilà, en moyenne, c'est 25% moins cher que de faire un nouveau kilowattheure fossile. Non, c'est pour ça que j'ai mis hors coût, variabilité, intermittence et tout ça. La profondeur des fonds a un impact, la distance au réseau quand le raccordement est à la charge du développeur a aussi un impact, le type de fond a un impact, il y a plein de choses, la distance au fournisseur, les moyens nautiques. Alors on l'a ici, c'est la barre bleue, donc voilà, on ne voit pas forcément très bien à l'écran, mais vous verrez dans les slides que vous aurez après. Allez, j'avance. Impact environnemental, est-ce que vous voulez que j'en parle ? Ok, impact environnemental. Donc il y a plein d'impacts environnementaux potentiels qui ont été identifiés. Et ce qui est aujourd'hui considéré comme enjeux principaux pour l'éolien en mer, il y en a 4. Il y a le bruit sous-marin. Premier type d'impact, le bruit sous-marin, principalement un enjeu dans les phases de construction. Quand on le peut, les éoliennes en mer posées, on va les installer sur un pieu. Donc un pieu, il faut se dire, c'est un clou. Et puis dans l'offshore, quand on a un problème d'actique de clou, on prend un clou, on a besoin d'un marteau. Donc dans l'offshore, on a un gros clou, on prend un gros marteau. Et du coup, on tape.
Et voilà, et vous savez très bien que votre voisin, si vous enfoncez un clou le dimanche matin, il ne va pas être super content. Et ben, c'est exactement la même chose qui se passe. Donc c'est vraiment ça l'enjeu principal. Donc pour atténuer ça, ce qu'on met en place, ce que mettent en place les gens qui installent ces éoliennes, c'est des rideaux de bulles, jusqu'à 2 rideaux de bulles qui vont en fait faire office d'isolant phonique, d'amortisseur d'isolant phonique, et qui vont réduire considérablement le bruit. Voilà. En deuxième enjeu, on va avoir tout ce qui va être collision, donc avec la vie faune, collision des pales avec la vie faune, et puis également collision des animaux marins avec les navires. Donc c'est pas tellement avec les éoliennes ça bouge pas, les animaux marins ils se jettent pas sur un truc qui bouge pas. Mais si vous faites un parc, vous allez avoir tout le temps des navires sur zone. Donc pendant la phase d'installation, vous allez avoir plus de trafic maritime parce que vous allez installer. Et puis pendant la phase opération et maintenance, si vous avez un parc de 100 éoliennes, il y en a toujours au moins 2 qui sont en panne. Du coup, il faut accéder, il faut remettre en place, il faut faire les réparations qui nous sont nécessaires. Et donc ça fait du trafic maritime en plus et donc des risques de collision supplémentaires avec la vie marine. Voilà, sur troisième type d'impact majeur, changement d'habitat, du côté négatif, c'est-à-dire que vous aviez par exemple une zone de sable dans laquelle vous avez installé un parc sur fondation monopieux, en fait vous allez mettre des structures dures sur un sol qui était en fait meuble initialement, et donc en termes d'habitat, ce n'est pas les mêmes espèces qui vont coloniser cet environnement. Voilà, donc vous allez en fait introduire un nouveau type d'habitat, donc de nouvelles espèces à un endroit où ça n'y était pas avant. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? C'est une modification, donc du coup on le met dans les négatifs, mais en fait il y a aussi des effets positifs. C'est-à-dire que vous avez un site sur lequel vous allez créer un effet récif, donc c'est-à-dire qu'en fait vous introduisez un nouveau type d'habitat qui peut avoir des synergies avec ce qu'il y avait déjà avant, vous augmentez la biodiversité, le type d'espèce à un endroit donné. Et puis, en fonction des parcs, vous pouvez aussi avoir un effet réserve. Si le fait qu'il y ait un parc réduit la pression de pêche, vous pouvez avoir un effet nurserie en fait, pour la vie marine. Voilà, et le quatrième enjeu, c'est les champs électromagnétiques associés aux câbles. Voilà, c'est considéré, dans la littérature, on le met comme enjeu majeur, mais en fait, ce que montrent les études qui sortent aujourd'hui, c'est que c'est pas vrai, il n'y a pas vraiment grand-chose à signaler, quoi. Donc il n'y a pas d'effet observé. Parce que dans la littérature, on le met, donc du coup je le répète. Et puis je vous dis que en fait, quand on lit le truc, j'y viens juste après. Ça c'est intéressant, je trouve, c'est du coup les retours d'expérience sur les parcs qui existent. Sur le bruit sous-marin, donc sur ces parcs en Belgique, du coup étude de la présence du marsouin, mise en place d'un double rideau de bulles. Et du coup, c'est mesure efficace d'atténuation des émissions sonores parce que le taux de fréquentation du site par les marsouins est plus important lorsque des mesures d'atténuation sont mises en œuvre. Donc ça montre que ça marche. Ça ne nous dit pas s'il n'y a quand même pas moins de marsouins qu'avant, mais quand même ça réduit l'impact. Sur les oiseaux, les collisions, donc sur le parc de Thanet, du coup, les oiseaux marins suivis ont tendance à éviter la zone d'implantation. Donc là, c'est de l'évitement qui est mesuré, donc ce qui réduit forcément les risques de collision. Sur Saint-Brieuc, c'est les oiseaux migrateurs. Donc là, en fait, l'activité dans la baie de Saint-Brieuc, elle est faible. Et puis, les 80% des passereaux, du coup, volent à une altitude qui est plus bas que la hauteur des pales. Donc, du coup, il n'y a pas de risque de mortalité. Inversement, pour 20% des passereaux qui volent à la hauteur des pales, là, du coup, il y a un risque de mortalité. Mais c'est pas 100%, quoi. Là-dessus, sur Alpha Ventus, du coup sur l'habitat, donc ce que je vous ai dit, ça crée des surfaces artificielles pour des espèces qui affectionnent les substrats durs, qui n'étaient pas là avant. Et puis sur la Belgique, blablabla, bon là il y a, c'est le même type d'effet. Pas de subit de changements radicaux. Et puis sur le champ électromagnétique, ce que je vous disais, donc sur le parc Highwind Scotland, donc là ils ont suivi le lançon qui est censé être susceptible, sensible aux câbles électriques, aux émissions magnétiques. Et là la conclusion c'est que le petit lançon il est ni attiré ni repoussé par les émissions électromagnétiques artificielles des câbles. C'est du flottant. Celui-là c'est du flottant, ouais.
Vous voyez une différence avec le posé? Le posé, le câble il va être enfoui dans le fond, donc l'effet il va être encore moins. Bon. Ah, le flottant, alors on y va. Ok, je passe ça, pourtant j'adore parler de ça. Alors si je vous dis ça quand même, pour information, l'énergie éolienne en mer, si on demande aux Français ce qui a été fait par Engie au début de l'année, l'image qu'ils en ont, 76% ont une bonne image. Ce que je trouve intéressant, c'est que si vous en avez dans votre département, vous avez plutôt une image moins bonne, mais si c'est à quelques kilomètres de votre commune, vous avez plutôt une meilleure image. Et qu'en fait, si c'est dans votre commune, alors là, ça monte à 85%. Donc finalement, vous trouvez ça plutôt pas mal. Et puis, si c'est à côté de chez vous, alors là, 90% de bonne image. Et en plus, si on vous a proposé d'investir dans le projet, donc en plus, ça vous rapporte de l'argent, là, il y a 95% de bonne image. Voilà. Donc c'est intéressant de voir en fait comme... en moyenne ça, en fait, quand on est un peu plus concerné, mais qu'on ne voit pas exactement ce que c'est, ça peut dégrader l'image. Et puis en fait, quand on est confronté à la chose, finalement... ça a l'air d'aller, quoi. Alors le flottant. Donc le flottant, on s'intéresse à exploiter. Le posé, au-delà de 50 mètres, 60 mètres, ça paraît pas possible avec les fondations dont on dispose, ça va devenir trop coûteux. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va sur du flottant. Sur le flottant, on est encore dans une phase de consolidation, c'est-à-dire que l'enjeu du flottant, c'est de fournir une plateforme stable pour accueillir notre éolienne. Quand on a un pieu ou un treillis, ça c'est solide, ça ne bouge pas, on a une bonne verticalité. Là, du coup, on va mettre un flotteur, et donc ce flotteur, il doit assurer la stabilité de l'ensemble, il doit minimiser les mouvements pour pas que les équipements soient abîmés. Et puis, faut ancrer tout ça, et bien sûr, il y a toujours la problématique du raccordement. L'éolien flottant, donc très rapidement en termes d'historique, jusqu'en 2009 c'était du labo. En 2009, du coup, Statoil, à l'époque Statoil, aujourd'hui Equinor, a installé premier prototype en mer d'éolienne flottante, Hywind Demo, 2 MW, donc sur un flotteur qui fait 100 mètres de tirant d'eau, en béton, 5300 tonnes de béton. C'est du mélange béton-acier. Donc beaucoup de masse pour assurer la stabilité. En fait, c'est comme la quille d'un navire, quoi. C'est vraiment un monocoque là, avec une quille de navire, et du coup il y a un lest important pour que ça reste vertical. En 2017, il y a eu d'autres démonstrateurs entre 2009 et 2017. Mais en 2017, ce qui est marquant, c'est l'installation de la première ferme éolienne flottante. Donc toujours par Equinor, Hywind Scotland, même technologie que le démonstrateur de 2009. 5 éoliennes de 6 MW, donc sur des flotteurs de 91 mètres de tirant d'eau, 14,5 mètres de diamètre, 2300 tonnes d'acier et 9000 tonnes de ballast, comme vous pouvez lire sur le slide. Oui, c'est un vrai enjeu, 91 mètres de tirant d'eau. Les Norvégiens, ils font ça parce qu'ils ont des fjords, et que du coup, je vais voir juste après, du coup, l'opération pour mettre le flotteur à la verticale, on peut le faire, on a le fjord, on est en zone abritée. Ici, plus compliqué à envisager. C'est pour ça qu'il y a d'autres solutions qui sont en développement. C'est pour ça qu'on a eu Flogen en raccordé en 2018, première éolienne en mer de France, comme je disais, 2 MW. Et là, le flotteur, il fait 36 mètres par 36 mètres de côté. Donc c'est un petit immeuble. Celui-là, il est en béton. Et puis, il fait que 7,5 mètres de tirant d'eau. Donc là, on est sur un tirant d'eau réduit qui permet plus facilement d'envisager une construction dans un environnement portuaire. Voilà des photos de l'assemblage d'installation d'Hywind Demo. Donc ce grand flotteur de 100 mètres de long, en fait, il a été construit à l'horizontale. Et puis après, on le ballaste et du coup, il est amené à la verticale. Et ensuite, on va pouvoir venir installer l'éolienne dessus et raccorder l'ensemble, l'installer sur le site d'exploitation. Voilà. Mais il faut avoir un site qui permette de le faire et puis des eaux abritées avec suffisamment de tirant d'eau. Donc aujourd'hui, où on en est? Donc hors de France, les fermes éoliennes flottantes en Europe. Donc on a ce que je vous disais, 2017 à Hywind Scotland, 5 x 6 MW. En 2020, on a eu Windfloat Atlantique avec 3 éoliennes de 8,4 MW sur un type de plateforme encore différent par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc Windfloat, il y a eu également Windfloat Kincardine, donc au Royaume-Uni, 5 éoliennes de 9,5 MW. Donc vous voyez aussi la taille qui grandit. Puis,
Hywind Tampen en 2022, donc 11 éoliennes de 8,6 MW. La particularité de ce projet-là, c'est que l'électricité, en fait, elle sert à un champ d'exploitation pétrolière et gazière qui est à côté. Parce que pour extraire du pétrole et du gaz, vous avez besoin en fait, d'alimenter des pompes, un certain nombre d'équipements. Donc assez souvent, vous avez une centrale à gaz sur le topside. Et du coup, c'est assez coûteux de produire l'électricité comme ça. Donc finalement, c'était intéressant de produire l'électricité, une partie de l'électricité en tout cas, avec ce type d'éolienne. Et en France métropolitaine, donc en France métropolitaine, on a eu Flogen, on a toujours Flogen. Et puis ce qui arrive, enfin ce qui est déjà là et ce qui est en train d'arriver, c'est 3 fermes pilotes en Méditerranée. Donc Provence Grand Large, 3 x 8,4 MW ici. Et Olmed et EFGL qui sont en cours d'installation fin d'année. Là, les flotteurs sont construits, c'est en cours d'installation, voir si c'est peut-être déjà installé, avec 3 éoliennes à nouveau, pour celui-là 9 MW et pour là 10 MW. Avec 3 types de technologies de flotteurs différents. Et puis pour 2031, les parcs ont été attribués donc en flottant, 250 MW à chaque fois. C'est Groix-Belle-Île. Donc là, Groix-Belle-Île, le plan, c'est d'avoir 13 éoliennes de 19 MW. Narbonnaise 1, c'est 12 éoliennes de 21,5. Et puis le golfe de Fos 1, c'est 12 fois 22,6. Donc là, vous voyez les développeurs qui poussent les turbonniers à fournir aussi des machines de plus en plus grandes. Mon ordinateur est là. Voilà, et pour finir, donc sur le coût de l'énergie, donc sur le flottant, ces parcs-là, ils ont été attribués à 9 centimes d'euros du kilowattheure, de l'ordre de 9 centimes d'euros du kilowattheure. Voilà, sachant que ça va certainement être un défi d'atteindre... Voilà, ça a été attribué à ça, maintenant il faut le faire. Et ça va certainement être un défi de réussir à répondre à ce challenge. Ouais, c'est bon. Ouais, moi c'est bon. C'est plus pour vous, quoi. On a bien mangé ce midi et puis je vous balance plein d'infos. Donc on n'aura pas le temps d'aborder les autres volets. Quelques questions. Pas, hein. Alors, on prend 5 minutes de questions, pas plus. Ah, pardon. Oui, merci. Du coup, là, rapidement, en synthèse des fils de l'éolien en mer, donc, ce que je voulais vous montrer, c'est un potentiel énergétique qui est quand même vraiment important. Que c'est une réalité industrielle. Voilà, c'est quand même important de le souligner, de le comprendre. C'est-à-dire que vraiment, il y a toute une chaîne de fournisseurs et des entreprises dont c'est le métier qui savent faire, qui font des prototypes d'éoliennes flottantes. Donc l'éolien flottant, aujourd'hui, c'est la réalité. L'industrie, c'est le poser, mais le flottant, on se dit qu'on n'est pas loin, en fait, du fait que ça soit une industrie. Jusqu'à récemment, on était quand même, sur le flottant, on est vraiment sur un leadership européen. Sur le posé, voilà, il y avait un leadership européen. Est-ce qu'il est perdu définitivement? Je ne sais pas, mais en tout cas, la question se pose. Et puis, en fait, en termes de défis, donc il y a des vrais défis techniques, c'est-à-dire qu'en termes de logistique, il y a 2 ans, là, le paysage il a quand même vachement changé. Il y a 2 ans, vraiment, l'industrie, ce qu'elle disait, c'est oh là, on a un carnet de commandes, merci, qui est plein. On ne sait pas comment on va faire pour répondre à tout ça et on ne va pas avoir assez de bateaux. Et voilà, la logistique était vraiment la difficulté. Aujourd'hui, c'est quand même assez différent. Aujourd'hui, on navigue plutôt, l'industrie, elle navigue plutôt avec des vents contraires. En France, on n'a pas vraiment de PPE. En Suède, les parcs, ils ont été annulés. Aux États-Unis, il y a des difficultés. Voilà. Ce que je peux vous dire là-dessus. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Bon, quelques questions. Moi, j'en ai une toute petite. Les effets sillage, on n'a pas trop parlé, mais je pense qu'il y a un effet sur le rendement, quelque part. Oui, d'interaction entre... Alors, il y a des effets sillage entre éoliennes, donc on les sépare. On essaie de les séparer suffisamment pour que ça ne soit pas trop important. Ce qui se fait de plus en plus également, c'est en fait d'orienter les éoliennes, pas toutes dans le même sens, parce que comme ça, le sillage, il est dévié. Et du coup, si vous avez 2 éoliennes, une comme ça, en fait, si vous en mettez une comme ça un peu, et puis l'autre un peu comme ça, du coup, le sillage de celle-là, il va être orienté. Même si le vent, il vient comme ça, le sillage, il va être orienté vers la gauche, et du coup, il ne va pas venir impacter le rotor qui est derrière. Donc ça, c'est du pilotage de parc qui est fait pour... ça a plusieurs avantages.
Bon, après, ce qui semble aussi, comme problématique qui semble émerger, c'est la cannibalisation, par exemple. C'est que les parcs, du coup, sont trop proches les uns des autres et que, du coup, en fait, on commence à voler l'énergie des autres. Et du coup, ils ne sont pas contents parce que leur business model, il n'était pas sur ces productibles-là. Comment le flottant, par rapport à la houle, la marée, ça, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que c'est des trucs qui bougent? Alors, c'est des trucs. Alors, c'est des masses en l'air qui sont. C'est des systèmes masse-ressort, donc ils ont des périodes propres, bien sûr, comme tout système, comme tout oscillateur. Ce qu'on vise, c'est de mettre les fréquences de résonance à des fréquences où ils seront pas excités. Et donc les vagues, c'est entre 5 et 20 secondes. Donc si votre période propre, elle est, on va essayer de la mettre plus haut, vers 30 secondes. Du coup, les vagues ne vont pas mettre en mouvement la plateforme. Voilà. Donc c'est tout le jeu du dimensionnement de ces flotteurs. C'est tout le jeu de ce dimensionnement de ces flotteurs. C'est plus facile à faire avec une grande bouée très profonde, donc high wind, donc le grand crayon lesté, parce qu'il y a assez peu d'excitation de la houle. Sur des flotteurs qui sont plus massifs, plus type multicoque finalement, c'est plus délicat, mais voilà, on y arrive aussi, comme les projets qui existent aujourd'hui le montrent. Ah oui. Bien sûr, ils sont ancrés au fond. En fait, dès qu'on est au large, la marée, c'est pas de l'ancrage tendu. C'est de la chaîne. C'est comme de la chaîne de bateau. Il y en a plusieurs. Il y a de la redondance et puis c'est un peu dans tous les sens. Mais c'est de la chaînette, quoi. Donc en fait, si le niveau de l'eau monte un peu, vous tirez un petit peu sur votre chaîne, ça change rien. Hop. Le câble, oui, tiens. Alors, il y a des enjeux là-dessus, mais oui. Ah, vous n'avez plus le droit à votre question. Alors, moi, j'ai premièrement 2 informations à vous donner. La première information, c'est pour l'usine marémotrice de la Rance. Le prix est de 18 centimes par kilowattheure. La deuxième information, c'est vous avez parlé de houle, etc. au départ. Connaissance des énergies propose pour le mois de septembre un journal complet sur ce sujet. Et sinon... vous ne m'avez pas semblé évoquer la pollution possible par les pales des éoliennes due à leur destruction par les vents très forts, etc. Donc des microparticules de pales d'éoliennes dans les océans, ce que ça pouvait avoir comme effet. Ok, merci pour les commentaires et tout ça. Moi, j'ai écrit un bouquin sur l'énergie des vagues, en fait. Donc, voilà, comme complément de l'article de connaissance des énergies, vous pouvez également acheter mon bouquin. J'ai des royalties, je gagne de l'argent avec, pas énorme, mais voilà. J'en ai pas vendu, j'en ai vendu un peu quand même, si, j'avoue. Et après, sur les pales. Alors oui, les pales, c'est un sujet... ce que vous mentionnez, l'érosion là, ça, première fois que je l'entends. Alors, du coup, de l'érosion, des microplastiques dans les océans, c'est un problème. Je ne pense pas que ce soit les pales des éoliennes qui soient la principale cause de ça. Sur le volume de déchets, c'est du composite. Sur le volume des déchets, en fait, il suffit juste de regarder les pare-chocs de voitures par rapport au volume, aux tonnes de pales d'éoliennes qui sont mises au rebut. Voilà. Les enjeux, il ne faut pas se tromper d'enjeu, quoi. Il n'y a pas de solution parfaite. Ça, c'est une difficulté. L'industrie, elle l'a identifié, donc du coup, elle essaie de faire des pales recyclables. Il y a au moins un parc en Allemagne qui est équipé avec 6 éoliennes dont les pales sont recyclables. C'est-à-dire que vous pouvez séparer la résine des fibres en fin de vie. Je ne pense pas que vous puissiez refaire une pale avec les résines et pales. Mais néanmoins, vous pouvez quand même récupérer et peut-être valoriser sous une forme dégradée ces ressources-là. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais voilà, c'est ça qui est fait. Une éolienne, c'est 90% de recyclabilité. C'est pas 90% de recyclage, c'est quand même la même chose. Mais potentiellement, il y a au moins 90% des ressources qui sont valorisables. Oui, donc alors l'éolien, si je résume, ça sert à rendre le pétrole pas très cher, donc à continuer à creuser du pétrole, à en retirer de la terre, ou à remplacer du nucléaire. Où est-ce que sur la terre c'est vraiment utile? Où est-ce qu'il y a du vent? Où est-ce qu'il y a beaucoup de gaz ou de charbon? Où est-ce qu'il faudrait qu'on exporte notre éolien plutôt que de l'implanter chez nous où on est déjà décarboné à 95%, quoi, et que c'est plus cher en plus? Alors moi, j'avais montré ça au début. Parce que le problème de la France, notre électricité elle est super, mais par contre on a quand même encore 60% de notre énergie qui est fossile dans la consommation finale. Et du coup en fait l'enjeu c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, quoi.
Moi, je sais pas faire autrement. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est pas débile de dire la mobilité, c'est de l'électrique. Le chauffage, on enlève la chaudière à gaz, on met de la pompe à chaleur. Voilà. Et ça nécessite de l'électricité en plus. Moi, je trouve ça pas débile. Et après, sur l'autre sujet, en fait, on a des voisins européens où l'électricité, elle était essentiellement carbonée. Par exemple, la Pologne. Voilà, on va prendre la Pologne pour changer. Et en fait, à chaque fois que vous mettez 500 MW d'éolien qui fait de l'électricité, ok, pas tout le temps, pardon, mais qui du coup, en fait, quand il est là, ça enlève du charbon, ça enlève du gaz ou ça enlève du pétrole du réseau, et c'est positif. Voilà. Alors, je pense que là, vous avez commencé à ouvrir une boîte à Pandore. Je vais refermer tout de suite parce que sinon, on va y passer l'après-midi. Okay. Merci beaucoup. Merci. À nouveau, merci pour l'invitation.